Cet épisode s'intitule « Les crises de l'eau ». Alors vous allez me dire encore un épisode bien anxiogène sur Sismic, où on va parler une nouvelle fois de crise, de risques imminents, enfin de trucs pas très drôles. Et ben vous avez absolument raison. Qu'est-ce qui se passe le jour où l'eau ne coule plus ? Le jour où les réserves sont à sec? Qu'est-ce qui se passe quand, au contraire, il se met à tomber des seaux d'eau du ciel, là où d'habitude il pleuviote? En fait, le problème est déjà très concret dans beaucoup d'endroits et il est généralement mal compris, mal géré, mal anticipé. L'eau a un lien direct avec l'agriculture et donc avec la nourriture évidemment, mais aussi avec l'industrie, avec l'énergie, avec la géopolitique, avec à peu près tout en fait. À commencer simplement par la vie. L'eau, c'est la vie. Je me suis dit que je n'allais pas vous sortir l'épisode juste avant Noël, mais que je n'allais pas non plus vous faire attendre l'an prochain et vous priver du plaisir d'écouter Emma Aziza, qui est hydrologue et expert de l'adaptation aux risques climatiques. C'est un sujet qui peut un peu remuer, mais qui est évidemment essentiel et je vous invite donc à aller jusqu'au bout. Comme toujours, pour aller plus loin, retrouvez les notes détaillées sur le site sismic.fr avec plus de contenu. Suivez Sismic sur les réseaux sociaux et rejoignez les autres auditeurs sur le Discord. Très bonne écoute. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Emma. Bonjour Julien. Alors Sismic est mon enquête, comme tu sais, sur les mutations du monde et des enjeux qui vont avec, en partant du principe que je n'y connais pas grand-chose. Donc on va essayer ensemble d'y voir un peu plus clair sur les enjeux liés à l'eau. Alors toi tu connais beaucoup de choses, moi non, donc c'est très large comme thème évidemment, donc on va tenter d'aborder un maximum de sujets, comme par exemple les liens entre l'eau, l'économie, nos modes de vie, la géopolitique, le climat, enfin voilà, ça fait pas mal de thèmes, et puis les grandes dynamiques actuelles, pour voir ce qu'il faut avoir en tête pour affiner justement notre vision du monde, pour comprendre un petit peu ce qui se joue. On commence par la question classique. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et me dire pourquoi tu penses être une interlocutrice pertinente pour parler de ce vaste sujet? Alors, tout d'abord parce qu'en fait, c'est mon métier. Déjà, je suis hydrologue, donc effectivement, j'ai fait des études en sciences de l'eau. L'hydrologie, ça traite vraiment de la question de l'eau, si tu veux, sur les continents. On n'est vraiment pas sur les milieux océaniques. Et en fait, l'eau, c'est une quête qui m'accompagne depuis longtemps. Je me suis d'abord, spécialisée en hydrogéologie. Après, j'ai découvert l'hydrologie. Donc, l'hydrogéologie, c'est les eaux qui sont dans les profondeurs. Et ensuite, j'ai travaillé sur les eaux de surface. Et donc, j'ai commencé très rapidement à aborder les questions des sécheresses. Puis après, je me suis concentrée sur les inondations. Et puis, j'avais toujours ce fil conducteur qui était la question de la gestion de la demande et de la ressource en eau et des autres dimensions auxquelles ça fait appel. Si tu veux, la géopolitique, derrière, comment on relie l'humain à cette question de l'eau. Donc voilà, c'est un long chemin. J'ai fait mon doctorat sur ce sujet et puis j'ai créé un centre de recherche qui travaillait justement sur la résilience des territoires et qui s'appelle Mayan, qui veut dire la source d'eau. Donc tu vois, c'est encore un truc qui me suit tout le temps. Et voilà, j'ai aussi créé une asso qui forme les enfants sur les enjeux de l'eau. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de viscéral et d'essentiel et bien souvent d'oublié en fait dans les grandes questions environnementales que l'on traite aujourd'hui. Ah, donc l'eau c'est la vie, l'eau c'est ta vie quoi. C'est pour faire un mauvais. C'est ça. Je propose je choisis un angle. Je propose qu'on se concentre durant cette interview sur l'eau douce, en tant notamment que ressource indispensable à la vie, à notre vie, puisque l'eau c'est aussi et surtout d'ailleurs les océans. Mais ce sera le sujet d'un autre épisode. Donc, commençons par définir le cadre. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'eau douce ? Alors en fait, si tu veux, l'eau douce, en fait, c'est l'eau qu'on va concevoir comme une ressource qui va être facilement utilisable par l'homme. C'est-à-dire que c'est une eau qui est non salée, parce que dès que tu vas avoir de l'eau salée, tu vas avoir ce problème de salinisation. On en parlera plus tard, mais du coup, tu peux quasiment pas faire de l'agriculture avec de l'eau salée. C'est quelque chose qui est impropre à l'homme. Donc en fait, c'est de l'eau qui est consommable à la fois pour la nature, parce qu'il faut jamais oublier qu'avant l'homme,
Le premier utilisateur de l'eau, c'était la nature. Et puis deuxièmement, effectivement, pour l'homme. Donc en fait, c'était cette espèce d'eau ressource qui est l'eau douce en fait, et que tu vas retrouver partout. Tu vas la retrouver dans les rivières, tu vas la retrouver dans les lacs, dans les glaciers, dans les zones humides. Donc en fait, c'est toute cette eau-là qui est précieuse. Et si tu veux, c'est important de comprendre un peu les ordres de proportion, parce que justement, on a tendance un peu à avoir des schémas très types que l'on apprend à l'école, et c'est intéressant d'aller un peu plus loin, tu vois, et de comprendre qu'en fait, où elle se trouve cette eau douce, en quelle quantité. Et donc, si tu veux, t'as à peu près, pour faire schématiquement, t'as sur les 100% d'eau que tu as sur notre planète bleue, tu vas avoir quasiment presque 97% qui sont effectivement dans les océans. Après, t'as 2% d'eau douce, tu vois, que tu vas retrouver dans les glaces, donc dans l'Antarctique, le Groenland, tout ça. Et puis, il te reste 1,1% en fait pour les eaux souterraines. Et le chiffre qui est, d'après moi, le plus frappant et qui est important à comprendre, parce qu'on en parlera derrière, c'est que sur toute cette eau sur Terre, il reste 0,00012% pour l'eau des rivières, pour l'eau des sols. Donc en fait, tu vois, c'est une part infime et c'est la seule qui est directement accessible à l'homme. Donc voilà, c'est vraiment un gros enjeu. Et si tu veux, pour aller plus loin, il faut comprendre aussi que cette eau qui arrive sur les continents, celle qui nous intéresse, cette eau douce, elle ne peut se renouveler que par la pluie. Et en fait, si tu veux, t'as vraiment l'énergie solaire qui va être espèce de moteur pour permettre justement l'évaporation, la condensation et les précipitations. Donc ces pluies qui nous arrivent. Et en fait, quand ces pluies elles arrivent, en fait elles vont arriver sur le sol. Et il faut savoir que déjà t'as le 2/3 qui repart tout de suite dans l'atmosphère. Donc souvent, moi j'entends les agriculteurs nous dire oui, mais il y a énormément de pluie qui tombe sur nos sols. On n'utilise qu'une infime partie. Mais de toutes les façons, sur cette pluie qui tombe, t'as déjà le 2/3 qui repart. Et sur le 1/3 qui va arriver sur nos continents, si tu veux, en fait, tu vas avoir une partie, donc c'est tout l'écoulement que tu vas avoir sur nos continents. T'en as, elle est à peu près 20% qui vont rejoindre les rivières et qui vont arriver par ruissellement, et t'en as que 9% qui s'infiltrent. Ça veut dire qu'en fait, nos eaux souterraines, au final, si tu veux, elles ne peuvent arriver avec la pluie que par, tu vois, il reste 9% en fait qui vont pouvoir arriver dans ces eaux souterraines qu'on capte de manière intensive. Donc, tu vois, c'est pour te donner un peu un ordre de grandeur. Quand on reparlera des nappes derrière, comprendre qu'en fin de compte, c'est très compliqué dans le cycle de l'eau d'avoir de l'eau dans nos nappes en fait. Oui, et puis on va reparler aussi de la manière dont on peut avoir un impact sur comment l'eau s'écoule, comment l'eau arrive dans les sols, comment elle est préservée avec la manière dont tu as fait de l'agriculture, etc. À quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert? Ça nous sert à plein de choses, évidemment, ça nous sert à boire, à vivre, mais en tant qu'humain et puis en tant que société, que civilisation, pourquoi c'est aussi central? Et après, on verra pourquoi on a aussi tendance à l'oublier, parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on vit en ville, quand on vit dans un pays développé, l'eau coule de source, entre guillemets. Enfin, on n'y pense plus. Donc, je voudrais qu'on recommence à penser à quoi ça sert. Et en fait, l'eau, elle est centrale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et donc, effectivement, tu as raison, ça nous sert à nous boire, ça nous sert à nous laver. Donc, toute la question de l'hygiène, de l'assainissement, ça nous sert aussi à nous nourrir. Et en fait, nous nourrir, on oublie qu'à chaque fois qu'on se nourrit, en fait, on se nourrit parce qu'il y a eu de l'eau avant, pour qu'on puisse avoir notre assiette. Et si tu veux, c'est la nourriture et l'agriculture, c'est le premier utilisateur au monde de cette eau bleue. Et donc ça, c'est une majeure partie. Il y a ensuite les industriels qui utilisent l'eau, encore une fois, pour chauffer, pour laver, pour nettoyer. En fait, tout ce que l'on achète utilise nécessairement de l'eau. Et puis, tu vas avoir notamment l'énergie. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que quand on parle à l'heure de la COP26, tu vois, où on parle de la question du climat, on a l'impression que la question climatique, c'est que le carbone et que l'énergie. Et le problème, si tu veux, c'est que pour avoir de l'énergie, dans la majeure partie des cas, à part pour l'éolien, tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'eau parce que tu as besoin de faire une centrale hydroélectrique pour pouvoir créer de l'énergie. Le nucléaire a besoin d'eau. Et donc, quand on parle de
pour, contre le nucléaire. Je crois que la question, elle est même au-delà de ça, parce qu'on a failli fermer des centrales nucléaires parce qu'il n'y avait plus assez d'eau dans nos rivières. Et donc, tu vois, c'est une question qui est sous-jacente, qui est derrière. En fait, elle est là, présente partout, et c'est quelque chose qu'on oublie complètement. Ouais, et puis même même avec le pétrole, avec le fracking qui consomme beaucoup d'eau. Alors après l'exploitation du charbon, je sais pas comment ça fonctionne, mais exactement. Ben, en fait, tout consomme obligatoirement de l'eau. Si tu veux, dès que tu vas extraire, que ce soit le gaz, que ce soit tout utilise de l'eau, parce que t'en as besoin dans tous les processus industriels, tu vois. Donc c'est vraiment une question qui est hyper large. Et en fait, quand tu regardes un petit peu notre manière d'utiliser de l'eau, au début du XXe siècle, tu vois, on était 2 milliards sur Terre, et en fait, on utilisait 600 milliards de mètres cubes d'eau. Et aujourd'hui, au début des années 2000, tu vois, on utilisait 3800 milliards, c'est-à-dire 6 fois plus. Donc en fait, en l'espace d'un siècle, on a augmenté par 3 la population, mais on a augmenté par 6 notre consommation d'eau, tu vois. Et cette question-là, c'est une question qui est essentielle, parce que s'il y a plus d'eau, t'as plus toute la chaîne qui suit derrière, que ce soit industriel, tout, tu vois. Et nous, à la fin. Ouais, et puis c'est intéressant de se rappeler que parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais, on l'oublie, on va voir aussi ce qu'on appelle l'eau virtuelle, qu'on ne voit pas, mais c'est intéressant de se rappeler que dans l'histoire des civilisations, ça commence toujours avec un fleuve, avec des rivières, avec avec ta capacité à avoir un accès facile à l'eau pour faire l'agriculture, etc. Il y a les 4 premières civilisations du monde qui sont basés autour des fleuves, il y a des grands projets d'irrigation partout, et ça reste d'actualité aujourd'hui, sauf qu'on n'y pense plus, oui. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu regardes l'histoire, t'as vraiment l'homme qui s'est toujours installé au bord des fleuves. Et quand il s'installait pas au bord des fleuves, il a construit des aqueducs qui ont permis justement pour les villes qui étaient situées loin de toutes les rivières, cette alimentation en eau des villes. Donc, tu vois, les premiers aqueducs remontent à il y a 4000 ans. Donc, on a toujours tout fait pour faire des tunnels, des canaux, faire en sorte que, si tu veux, on puisse utiliser la force de la gravité pour réussir à acheminer cette eau. Et en fait, il y a toujours eu des solutions qui ont été mises en œuvre. Et d'ailleurs, c'est des trucs qu'on oublie un peu aujourd'hui. Et aujourd'hui, on cherche des fois des solutions complètement folles, tu vois. Par exemple, à l'époque, tu avais une récupération des eaux de pluie qui était naturelle, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, t'as des choses qui sont complètement loufoques, comme par exemple, tu vois, on va chercher de l'eau de pluie en 1960. Je te donne un exemple parce que ça m'a marqué, mais tu vois, à un moment donné, l'Arabie Saoudite s'est dit, tiens, on manque d'eau, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va aller remorquer des icebergs. Et donc, en 1977, ils ont décidé de créer un énorme projet, tu vois, pour en fait aller récupérer 100 millions de tonnes d'Antarctique, d'iceberg, et pour l'amener, tu vois, jusqu'à chez eux. Donc, un voyage de 8 mois, t'avais 14 000 kilomètres. Et en fait, pour récupérer cette eau. Et tu vois qu'avant, si tu veux, on habitait le territoire en fonction de l'eau. Aujourd'hui, on habite un territoire et après on se dit, mais on n'a pas d'eau. Où est-ce qu'on va la récupérer? Tu vois, on a complètement changé le process, en fait. Et donc, voilà, c'est une vraie question qui va plus loin, quoi. On pourra revenir sur cette question de la manière dont on utilise l'eau, quoi. Mais c'est pour donner une image assez frappante, en fait, de la manière dont on pense à l'envers aujourd'hui. Oui, et puis ça refait le lien aussi entre énergie et eau aujourd'hui dans certains coins du monde. Moi, je suis passé par Dubaï récemment et on voit que donc ils n'ont absolument pas d'eau. Mais évidemment, ils ont construit quelque chose, une ville qui dépend de l'exploitation d'une très grande quantité d'eau, et ça repose du coup indirectement sur le pétrole, puisqu'il faut désaliniser l'eau, etc., etc. Mais je voudrais, on pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard. D'ailleurs, on peut enchaîner là-dessus. Comment cette eau est utilisée aujourd'hui? Donc, on a compris qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait, par rapport à la quantité qu'il y avait. Ça représente quelques pourcentages ou quelques micro-pourcentages. Comment on utilise cette eau? Donc, il y a celle qu'on voit, mais il y a aussi celle qu'on ne voit pas, et comment elle est répartie? Oui. Alors, déjà, comment elle est répartie? Ça, c'est une vraie question. Donc, en fait, t'as 60% de l'eau renouvelable qui est en fait partagée entre les 9 géants du monde de l'eau. Donc, en fait, t'as l'Amérique du Nord avec le Canada et les États-Unis.
t'as l'Amérique du Sud avec le Brésil, la Colombie et le Pérou, et puis ensuite t'as la Russie, la Chine et l'Inde. En gros, si tu veux, ce sont les grands utilisateurs d'eau. Pour la Russie, si tu prends l'exemple du lac Baïkal, ça représente 20% de l'eau libre à la surface du monde, tu vois. Donc en fait, il y a des étendues d'eau qui sont colossales. Et donc tu vois qu'elle est absolument mal répartie. C'est la vraie question de l'eau, c'est toujours l'inégalité d'accès à la ressource en eau. Ensuite, si tu vas sur la question de l'eau virtuelle, en fait, si tu veux, cette eau virtuelle, c'est l'eau que l'on ne voit pas et qu'on utilise. Donc, c'est à peu près 90% de l'eau que l'on ne connaît pas, et surtout c'est de l'eau qu'on va utiliser ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas l'eau qu'on va prendre à côté de chez nous, c'est qu'on va nous aller dans un supermarché et en fait on va consommer naturellement sans se poser la question si on est capable d'être résilient sur le plan alimentaire, si nos terres nous permettraient nous de nous nourrir. Et donc si tu veux, ça à l'échelle planétaire fait que tu as énormément de pays qui sont incapables d'alimenter avec ce qu'ils ont en matière de ressources en eau, leur population. Mais le fait d'importer fait que tu vas aller chercher cette eau d'ailleurs. Alors c'est pas problématique si tu veux, tant qu'il y a de l'eau ailleurs. Le problème c'est que, tu vois, on parlait des géants de l'eau, le Canada a vécu sa pire sécheresse l'année dernière. Le Brésil aussi. Tu vois, une sécheresse qu'on n'avait pas vue depuis 70 ans. Donc en fait, ces géants de l'eau sont en train de vaciller, tu vois, c'est comme des colosses aux pieds d'argile. Pourquoi? On en parlera plus tard, mais si tu veux, la manière dont on traite les terres, la manière dont on traite le cycle de l'eau, fait que tout est en train de se transformer et les sécheresses arrivent là où on les attendait pas. On les voyait très bien arriver en Afrique. D'ailleurs, on a des conséquences très graves, mais sur ces grands géants, en fait, on l'imaginait pas. Et donc, quand à un moment donné, eux n'ont plus assez d'eau, et donc, ou par exemple la Californie, elle est vraiment marquante parce que si tu veux, t'as plus une seule goutte d'eau qui coule dans la Sierra Nevada. On fore de plus en plus loin, de plus en plus profondément pour essayer d'aller chercher cette eau. Et en fait, c'est le premier État exportateur agricole. Et donc, tu vois, c'est 80% de l'assiette de l'américain qui fait que ça va rentrer en concurrence avec tous les grands géants qui eux aussi se mettent à manquer d'eau. Donc, et puis donc la question plus près de chez nous, tout le sud de l'Espagne qui est là qu'on produit tous les fruits et légumes chez nous et où il y a pas d'eau. Ouais, c'est ça. Juste pour te donner un ordre d'idée, pour produire une calorie, en fait, 1 kilocalorie d'alimentation, tu as besoin d'1 litre d'eau. Donc, en fait, si tu veux, de toutes les façons, nous, pour nous nourrir, on a au moins besoin de 3000 litres d'eau par personne et par jour. Tu vois? Et quand on est sous le seuil de ces 3000 litres d'eau possible, eh ben, on va la chercher ailleurs. C'est ce qu'a fait la Chine quand elle a eu un énorme problème, si tu veux, de sécheresse majeure dans les années 80. Elle a acheté massivement sur le marché mondial des céréales. Et donc, la population n'a pas vu, en fait, tu vois, le dommage. Donc, voilà un petit peu... pour rester pour avoir quelques ordres de grandeur aussi, par rapport à cette eau virtuelle, combien il y a d'eau dans certains des produits qu'on consomme au quotidien, que ce soit un steak, je sais pas, un jean, est-ce que c'est assez frappant d'avoir ces chiffres? Ouais, alors en fait, on donne souvent des chiffres, des fois un peu trop approximatifs, tu vois. Je te propose d'essayer de te balader un petit peu dans le fait de comprendre ce qu'inclut le fait de consommer de la viande, par exemple. Ouais. Et ben derrière, en fait, pour te donner un ordre d'idée, en moyenne dans le monde, on consomme tous 300 kilos de céréales, tu vois, par personne et par an dans le monde. Et sur ces 300 kilos de céréales, en fait, qui sont émis, t'en as 50% qui va pour l'alimentation humaine et t'en as 40% qui va pour nourrir le bétail. Donc en fait, c'est colossal, tu vois. Et ça, c'est pour le monde. Mais juste pour les pays de l'OCDE, donc juste pour les pays riches, c'est 70% de toutes les céréales qui vont aller produire de la viande. Et ces céréales, elles ont besoin d'eau pour grandir, pour se transformer. Donc tu vois, pour rentrer un petit peu plus en détail sur comment, en fin de compte, on va arriver sur et c'est compliqué parce que je peux pas te dire 1 kilo d'eau c'est tant exactement de litres cachés parce que il y a plein d'études et en fonction de là où est produit la viande, en fonction des process, on va avoir des chiffres complètement différents. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
en fait, la viande, c'est la clé de voûte, en fait, tu vois, de la question au-delà du méthane, au-delà de tous les problèmes que ça pose, de la question de l'eau derrière, tu vois. Et donc, cette empreinte, elle est colossale. Parce que pour produire de la viande, on a besoin de produire beaucoup de céréales et que donc c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que ça consomme l'essentiel de l'eau douce qui va à l'agriculture, en fait, est faite indirectement pour produire de la viande. En fait, pour produire, il faut 5 à 20 fois plus d'eau, en fait, pour réussir à produire une calorie animale qu'une calorie végétale. Ok. Tu vois. Ok. Donc, imagine dans les endroits où il y a plus d'eau et où les gens se mettent de plus en plus à manger de la viande. Voilà. Le vrai problème, c'est pas les assoiffés, c'est les affamés. C'est-à-dire le problème de l'eau derrière, c'est le fait qu'il y aura plus d'eau, pas tant pour boire, mais pour se nourrir. Donc on constate qu'il y a des perturbations importantes dans le cycle de l'eau un peu partout, du fait du changement climatique et puis du fait aussi de l'exploitation qu'on peut avoir des terrains qui viennent perturber ce cycle et la manière aussi dont l'eau reste dans les sols, etc. Donc d'un côté on a des sécheresses totalement inhabituelles que tu as commencé à évoquer, de l'autre on a des inondations aussi tout autant inhabituelles. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors sans faire, évidemment, c'est difficile de faire la généralité parce que ça va être partout différent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qu'on commence à voir émerger comme enjeu autour de ces changements en cours? Alors c'est une vraie question parce que c'est quelque chose que j'observe chaque année parce qu'en fait je le traite médiatiquement chaque année, donc je suis obligée de scruter chaque chiffre pour essayer d'en parler. J'ai l'impression que chaque année en fait je raconte la même chose. Chaque année il y a des nouvelles sécheresses, mais chaque année elles sont complètement différentes, elles ont une signature différente, tu vois. Donc en fait pour bien comprendre, tu as vraiment 2020, 2018 et 2019. C'est vraiment le palmarès des 3 années les plus chaudes qui ont jamais été recensées en France. Donc en fait, et tu vois, je suis remontée un petit peu dans les unes des médias. Et dès 2014, tu avais écrit, tu vois, la une du Monde, année 2014, année la plus chaude depuis 1900. 2015, pareil. 2007, année la plus chaude de l'histoire moderne. Tu vois, 2019, année la plus chaude au monde. 2020, année la plus chaude jamais enregistrée en France. C'est assez dingue, c'est-à-dire qu'on a l'impression de répéter, tu vois, la même chose, sauf qu'entre-temps, c'est toujours un peu plus chaud. C'est toujours un peu différent et le milieu est de plus en plus atteint. Donc, qu'est-ce qui se passe, que ce soit en France ou en Europe et dans le monde d'ailleurs, c'est vraiment la question de la sécheresse qui se met en place. Et si tu veux, en France, on se sentait complètement protégé parce que on a une bordure atlantique qui est quand même assez importante, qui nous permet des entrées maritimes, donc un cycle de l'eau à l'intérieur des terres. Et en fait, chaque année successive, il y a vraiment des sécheresses qui se sont mises en place en atteignant des niveaux à chaque fois un peu plus limites, tu vois. On avait, je crois, jusqu'à presque 90% 90 départements sur 100, tu vois, en France, qui ont été atteints par des niveaux de sécheresse. Et le problème, c'est qu'à chaque fois au printemps, on se dit non, en fin de compte, on a une sécheresse en 2017, elle s'est terminée fin décembre. Mais regardez, on a eu la crue de 2018 de la Seine, et puis derrière, on a eu un printemps très pluvieux. Donc en fait, on n'aura pas de problème en 2018. Et en fait, c'était sans compter l'arrivée d'une canicule qui a fait rebasculer dans une sécheresse. Et pareil pour 2019, on s'est dit il y a une super recharge des nappes, on n'a aucun problème, on voit devant nous, on voit venir. Et puis en 2019, tu as eu le mois de juin 2019, tu as eu 42 degrés à Paris, 46 degrés dans le sud. Et en fait, d'un seul coup, tu as comme un effet sèche-cheveux sur toute la France et la France rebascule dans un état de sécheresse extrême. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en train de se mettre en œuvre. Je te dis ça à l'échelle de la France parce que c'est assez intéressant, la France, parce que au nord, tu as des pays humides et au sud, elle est entourée par des pays semi-arides à arides. Donc en fait, elle, c'est une sorte de ceinture. Et on voit que cette ceinture, elle est en train de bouger. Donc ça, c'est pour vraiment les sécheresses. Et pour les inondations, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment les nouveaux marqueurs que l'on a. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des inondations colossales. Enfin, tu vois, les crues éclairs de méditerranéenne, on en a eu en 1988 à Nîmes, en 1992 pour ceux qui s'en rappellent, pour ceux qui étaient nés, parce que chaque année, à chaque fois, j'ai l'impression que j'évolue. Mais les gens me disent non, j'étais pas née. Ah mince, c'est moi qui vieillis. Et donc, si tu veux, on se rappelle de cette caravane qui vient sur le pont comme ça et qui écrase.
Et en fait, ouais, t'as l'impression que c'est terrible. Et en fait, on a redécouvert qu'on avait des crues éclairs. En fait, on en a toujours eu des crues éclairs dans le sud de la France. Sauf qu'avant, elles étaient pas médiatisées. Avant, t'avais pas des informations en continu. Donc, en fait, on ne les voyait pas. Tu les voyais dans les journaux locaux, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, 2002, 2003, 2005, t'as eu des crues éclairs colossales. Et puis, les choses se sont accélérées, si tu veux. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est les Alpes-Maritimes. C'est-à-dire ce qui s'est passé sur la Tigny, la Vésubie et la Roya, ces 3 vallées qui ont été meurtries, si tu veux, c'est vraiment un événement hydrologique qui est hors norme. C'est-à-dire que on a une variabilité naturelle. On a toujours eu regarde, en 1940, tu vois, on a eu ce qu'on appelle un aigat, c'est-à-dire une crue dans les Pyrénées-Orientales qui avait tellement, en fait, atteint le territoire. Il y avait eu 50 morts côté français, 250 côté espagnol, que les Allemands n'avaient pas pu pénétrer parce qu'ils se repéraient plus sur les cartes, tu vois, en plein milieu de la guerre. Et donc, en fait, on a déjà eu des crues colossales. Mais là, on a quelque chose, en fait, avec une signature qui est nouvelle. Parce que sur les Alpes-Maritimes, c'est vraiment des cours d'eau, tu vois, qui étaient à quelques centimètres de hauteur, qui sont montés à 7 mètres de hauteur toute la nuit. Et en fait, on modélisait 250 litres d'eau par mètre carré, on a eu 500. Et ça, c'est lié au fait qu'on avait une température extrêmement chaude au niveau de la Méditerranée, une température hors norme au niveau atmosphérique. Donc, on arrive sur une ère de méga inondation. C'est ce qu'on a vécu aussi en Allemagne, tu vois. Donc, en fait, c'est des nouvelles signatures. Et là, ça nous ramène à autre chose, c'est-à-dire comment on a construit le territoire pour le risque inondation. Et l'urbanisme est une question clé. Mais aussi comment on traite notre territoire sur les sécheresses. Parce que tu vois, c'est une boucle, en fait. Oui, c'est cette ère que certains appellent de post-normalité, en fait. C'est-à-dire qu'on est encore à essayer de regarder les phénomènes qui se passent avec ce à quoi on a été habitué, en fait, et avec nos échelles, avec notre compréhension de certains systèmes. Or, ces systèmes ne sont plus, en fait, ne commencent à ne fonctionner autrement que dans cette logique qui a été celle, mettons, du XXe siècle. Et donc, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et c'est pareil. On pourra revenir sur la France, mais exactement. Je pense que c'est intéressant aussi de dire 2 mots sur ce qui se passe ailleurs, parce qu'on n'en parle pas finalement si souvent que ça. Mais on sait qu'il y a en ce moment des sécheresses catastrophiques en Afrique, notamment à Madagascar, au Kenya aussi, je crois, qui menacent directement la vie de 2 millions de personnes, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Donc, je crois que Madagascar, c'est un peu officiellement la première famine liée directement aux conséquences du réchauffement climatique. Il y a ce qui se passe au Brésil qui crée effectivement des feux de forêt totalement inhabituels. Il y a la Californie, il y a le nord-est de la Chine qui finalement, il faut réaliser aussi que Pékin est construit sur une zone où il n'y a pas de fleuve. Donc tout ça fonctionne aussi par l'irrigation. Donc c'est des zones assez sèches. Comment est-ce qu'on peut déjà aussi, donc est-ce que tu veux dire 2-3 mots sur toi, ce que tu observes dans le long nord de la France? Et quels sont certains des phénomènes que tu as pu étudier, certaines zones? Alors, moi j'étais très marquée par ce qui se passe en Californie. Je pense qu'il faut regarder cet état et ce qu'on est en train de faire, parce que pour moi on est arrivé vraiment à la fin d'un système. C'est-à-dire qu'on a puisé tellement dans les nappes que, en fait, si tu veux, les sols s'effondrent de près de 30 cm par an, tellement qu'il y a un soubassement lié au fait de soutirer les nappes, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le focus qu'il faut faire. Maintenant, si tu regardes vraiment ailleurs en Afrique, on va reparler de la déjà Madagascar. Après. Ouais, déjà Madagascar, c'est vraiment une question. T'as effectivement 500 000 personnes qui sont directement concernées par le fait qu'il n'y ait plus une seule goutte d'eau, qu'il y ait plus de pluie, mais t'as aussi derrière des ethnies. Tu vas derrière avoir des problèmes qui vont être d'un autre ordre, de questions de sécurité. Quand tu penses à Madagascar, c'est pas juste le fait qu'ils ont soif ou qu'ils ont faim, c'est le fait qu'on leur vole leur bétail, que le fait qu'ils sont obligés d'aller se cacher la nuit parce qu'il y a des milices qui passent. Et en fait, ils sont obligés d'aller se cacher dans les bois pour essayer de survivre. Et donc, si tu veux, à un problème, je vais dire environnemental, derrière, ça vient mettre en exergue un problème social. C'est-à-dire que le moindre bétail qui traîne est volé.
Donc en fait, les gens se retrouvent avec absolument plus rien parce que même ce qu'ils avaient pour subsister, qui leur permettait de faire avec, ils n'ont plus. Parce qu'on est sur un énorme problème d'insécurité. On n'en parle pas souvent. Tu vois, on assimile juste le Madagascar à la question c'est un des premiers à subir le changement climatique. Oui, mais tu vois, on peut pas traiter la question de venir aider ces populations si on répond pas aussi à la question de sécurité, parce que ça exacerbe tout. Quand t'as plus d'eau, que t'as plus de quoi manger, tu vois, tu te retrouves un petit peu. Je crois que c'est Churchill qui disait qu'on est à 5 repas de la folie, c'est-à-dire que derrière tu manges pas une fois, 2 fois, 3 fois, et la 5e fois le mec il sort et il tue son voisin. Ouais. Donc tu vois, ça va très imagine vite. à l'échelle de continent. Et effectivement, tu vois, c'est assez intéressant en ce moment. On focalise beaucoup avec cette COP26 notamment sur la langue de barbarie. C'est une petite langue de terre en fait que tu vas avoir en Afrique, que tu vas voir au Sénégal, et parce qu'on a l'impression que c'est la première fois qu'on a un lieu où en fait l'eau monte tellement que tu vois, là par contre l'eau océanique en fait vient et commence à rentrer dans les terres. Donc en fait on se retrouve un petit peu complètement démunis face à ce qu'on voit, et donc mais c'était déjà une zone qui était extrêmement vulnérable à la base, c'est-à-dire que c'est une langue de terre tu vois, il y a eu des erreurs de gestion, il y a des brèches qu'on a créées dans cette terre qui ont fait passer l'océan, qui font que derrière ça s'écarte de plus en plus. Donc en fait, à un problème environnemental, tu poses toujours la question de comment l'homme a géré aussi son territoire pour accélérer tout ça. Et c'est ça la question qui est sous-jacente pour moi. Ok, ça m'amène à une autre question qui est importante, qui est de cette compréhension que tu as commencé T'as commencé à ouvrir le sujet au niveau local, mais comment certaines de ces perturbations, notamment donc les sécheresses, peuvent expliquer des phénomènes politiques et géopolitiques dans certaines parties du monde. Donc tu as bien fait le lien avec la crise du coup qui devient une crise sociétale qu'on a à Madagascar. Je pense notamment au lien qui peut y avoir entre les printemps arabes et certains phénomènes climatiques, ou même la guerre en Syrie. Certains ont fait des thèses là-dessus. Pour replacer un peu le sujet. Je pense qu'il y a deux grands éléments à intégrer. La question, je reviens dessus, mais la question de la sécheresse, c'est la question de la nourriture. Okay. Si tu veux, si en 2050, tu as 10 milliards d'habitants, on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir assez d'eau pour avoir la nourriture telle que l'on consomme aujourd'hui. La manière dont on consomme nos kebabs et nos burgers, si tu veux, tous les jours, c'est pas soutenable dans ce monde-là. Tu vois, tout le monde se focalise aujourd'hui sur la question de l'avion. J'ai pas pris l'avion, etc. Mais c'est pire, en fait. La question de notre assiette, elle est pire parce qu'il y a dedans se cache du carbone, se cache des gaz à effet de serre et se cache de l'eau. D'ailleurs, on reviendra dessus, mais le premier gaz à effet de serre dans le monde, c'est quand même l'eau. Et donc, c'est une vraie question. Parce que si tu veux, on la regarde pas, cette question. Enfin, je te fais un petit entorse à ta question. Je reviens juste dessus après. Mais, vas-y, c'est essentiel de comprendre ça parce que, en fait, si tu veux, c'est le premier gaz à effet de serre, c'est l'eau, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui fait qu'on ressemble pas à la Lune, qu'on monte pas à plus de 150 ou moins de 150 degrés le jour et la nuit. Si tu veux, c'est vraiment notre protection, c'est notre atmosphère. Et en fait, le problème, c'est qu'avec cette augmentation des températures, on augmente l'eau évaporée dans l'atmosphère. Et plus on va avoir de l'eau évaporée, plus en fait on va avoir de gaz à effet de serre. Sauf qu'en fait, on la regarde pas en ce moment, quand dans les politiques mondiales, et on ne regarde que le dioxyde de carbone parce que l'eau, c'est un phénomène naturel, c'est un gaz à effet de serre naturel, alors que le dioxyde de carbone, c'est celui qui est anthropique, c'est celui qui est émis par l'homme. Enfin, il émet aussi de manière naturelle, mais il est surémis par l'homme. Et donc, si tu veux, je pense que c'est essentiel de revenir à cette base parce que il y a la question de la sécheresse au sol et la question du fait que plus tu as d'eau dans l'atmosphère, plus tu as un pouvoir de précipitation, donc des méga inondations, et plus tu as en même temps un gaz à effet de serre qui fait que ça continue à augmenter en fait la température. Et donc en fait, pour moi, voilà, c'est l'alimentation et la nourriture qui va créer les perturbations au niveau mondial et au niveau géopolitique. Et en fait, le plus fort, c'est celui qui est le plus armé. Tu vois, c'est très intéressant de voir, par exemple, ce qui se passe entre l'Égypte et l'Éthiopie. Tu vois, c'est parce qu'il y en a un qui a l'Éthiopie a les réserves d'eau, mais l'Égypte a un énorme besoin d'eau. Et l'Égypte, sur le plan militaire, est quand même plus fort que l'Éthiopie. Donc en fait, après, tu vas avoir derrière
justement des rapports de force qui vont se mettre en œuvre en fonction de celui qui a l'eau et celui qui en a besoin et celui qui a entre guillemets capitalisé sa richesse, et d'autres pays qui au contraire eux ont envie d'évoluer, de grandir et de se transformer. Donc ça pour moi c'est une chose. Et la deuxième chose c'est nos modes de vie. C'est-à-dire qu'il y a pour moi 2 sécheresses qui sont assez intéressantes à regarder parce que ça augure de ce qui pourrait se dérouler dans les prochaines années. C'est la sécheresse à Taïwan. Tu vois, ça a été cette première sécheresse qu'on a eue depuis 56 ans, en fait, faute de typhon qu'il y a eu dans la zone. En fait, ça a menacé la production de puces électroniques. Donc, on s'est retrouvé avec cette industrie des semi-conducteurs qui en fait s'est retrouvée approvisionnée avec des camions citernes. Donc, c'est lié à l'eau cette crise des. D'accord, j'avais pas du tout vu cet angle-là. Et oui. Et donc, si tu veux, donc ça c'est énorme parce que derrière tout notre smartphone, tous nos objets connectés, production de voitures, sont liés directement à cette question de la sécheresse. Deuxièmement, effectivement, la construction automobile qui s'est complètement ralentie avec les chaînes de production. Donc ça c'est la deuxième chose. Et puis, alors ils ont tout essayé à Taïwan. C'est un peu fou quand tu regardes dans le détail. Ils ont envoyé des camions militaires pour ensemencer les nuages pour essayer de créer la pluie. Ça a pas marché, tu vois. Ils ont essayé de creuser plus loin. Ils ont. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi, ce qui se passe. Donc en gros, si tu veux, c'est pour ça que derrière toutes les puces d'Apple, en fin de compte, elles sont fabriquées directement par ce processus. Et tu vois, j'avais le chiffre pour te donner un ordre d'idée. Le numéro 1 de la fonderie de puces à Taïwan, donc des fameuses puces Apple, en fait, consomme par jour 156 000 tonnes d'eau. Tu vois. Je me rends pas compte. Quand il y a plus d'eau pour la population et que derrière tu as une industrie qui est là et le gouvernement qui mise tout sur la question industrielle, du coup ils creusent des puits, ils installent des usines. Là ils sont en train de commencer à installer des usines de dessalement, mais le temps de les mettre en œuvre, tu vois, c'est une autre question. Donc voilà, ça c'est pour moi la sécheresse à Taïwan, ça nous montre à quel point ça va nous atteindre, la sécheresse d'ailleurs. Et deuxièmement, la sécheresse en Chine, pour moi, elle est aussi cruciale parce que ce qui se passe, c'est hyper intéressant là aussi, parce que t'as 2 phénomènes. T'as le fait que t'as un effondrement de 80% des ressources en eau. Tu vois. Donc en fait, les centrales électriques, elles tournent plus, donc elles sont quasiment à vide. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des usines qui fermaient plusieurs jours par semaine. Ça, c'est aussi du fait du manque de précipitation ou c'est lié aussi à l'exploitation? C'est du fait du manque de précipitation. Okay. Des deux. Mais si tu veux, l'exploitation aggrave les déficits énormes qu'on a. Et donc, en parallèle de ça, je te prends un autre exemple qui est assez intéressant. T'as les Pays-Bas qui, eux, ont une culture hyper intensive, de l'autre côté de la Terre. Et en fait, qui ont besoin pour leur super serre, pour faire leurs tomates magiques, tu vois, qui vont alimenter toute l'Europe, ils ont besoin de se chauffer. Et donc, ils ont besoin de gaz. Et en fait, comme ça manque, ils essayent de prendre l'électricité, sauf que l'électricité, elle est aussi hors de prix, tu vois. Et donc, en fait, du coup, la Chine s'est tournée vers le charbon parce que finalement, elle n'avait pas le choix. Et en parallèle de ça, si tu veux, donc ils essayent de récupérer en fait cette. Enfin, tu vois, il y a une espèce de rapport de force global avec d'un côté, t'avais par exemple le Qatar, son client habituel, c'était l'Europe. Et en fait, du coup, il rentre en concurrence avec la Chine, parce que la Chine dit mais moi aussi j'ai besoin d'électricité, moi aussi j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de gaz, en fait, tu vois. Et donc en fait, il y a quelque chose qui est en train de se jouer en fait au niveau global, parce que t'as le Pays-Bas qui a moins de vent en mer du Nord, donc t'as plus de productivité des éoliennes offshore, donc t'as besoin d'électricité et d'énergie en parallèle, donc tu vois, et donc ça accroît les demandes en Europe. La Chine a des besoins aussi, et au milieu de tout ça, t'as le Qatar qui se frotte les mains et qui essaye de construire des nouveaux méthaniers géants, tu vois. Mais pour te montrer à quel point c'est un peu comme une chaîne trophique, tu sais. La chaîne trophique, c'est un tel mange un tel, mange un tel, mange un tel, et à la fin, t'as une incidence directe. C'est comme l'effet papillon. C'est ce qui se passe avec la sécheresse. C'est que on n'a pas conscience à quel point la sécheresse ailleurs va venir nous impacter directement dans nos modes de vie, tu vois. T'as un autre aspect aussi, puisque là, on a un peu parlé de conséquences en termes de production, en termes d'économie, de production énergétique, mais donc qui impactent aussi les différentes chaînes de production. Est-ce qu'on peut dire 2 mots des enjeux vraiment un peu plus géopolitiques? Par exemple, il y a eu pas mal de documentaires qui sont sortis sur un peu les guerres de l'eau, toujours pour rester dans cette note un peu positive. mais tu vois, parce que on voit, et c'est aussi
c'est quelque chose qui peut basculer beaucoup plus vite que, par exemple, la problématique énergétique, qui est plus une problématique de stock, et puis donc qui est moins vitale. On voit il peut y avoir des phénomènes qui s'aggravent d'une année sur l'autre, et et comme on est quasiment en flux tendu partout, ça peut aller très très vite. Quelles sont les zones en fait où il y a déjà des tensions presque de l'ordre de tensions guerrières? On pense notamment entre l'Inde et la Chine, et où on en est en fait aussi entre l'Inde et le Vietnam. Où on en est de ça? En fait, quand tu regardes de plus près, t'as quand même des tensions un peu partout dans le monde. Entre la Chine et le Vietnam. Que tu regardes. Ouais, mais quand tu regardes quand tu regardes chez nous, tu vois, on va prélever de l'eau en Espagne alors qu'il y en a plus. Donc du coup, il y a quand même, aujourd'hui on les voit pas les tensions en Europe, mais elles vont venir nécessairement à un moment donné où il y aura quelque chose qui va s'effondrer. Tu vas avoir tout ce qui est au Proche-Orient, toute la question du Tigre et de l'Euphrate, tu vois, avec la source qui se trouve en Turquie et qui alimente en aval la Syrie et l'Irak. Donc tu as eu des tensions qui étaient colossales à ce niveau-là. T'as le Mékong, tu vois, où en fait la Chine est en train de s'opposer à un groupe, tu vois, avec le Laos, le Vietnam. Ouais. En fait, si tu veux, c'est tellement global que cette espèce d'or bleu, en comparaison avec l'or noir du pétrole, tu vois, mais t'as 3 niveaux en fait que génère la question de l'eau. C'est sur le plan géopolitique, t'as les guerres entre États qui peuvent se créer, qui sont jamais directement liées à l'eau. Mais si tu veux, l'eau est sous-jacente, c'est-à-dire elle est là, en bas-fond, tu vois. Après, tu as la question des guerres civiles avec des populations dedans, et la question de Madagascar, c'est une de ces questions-là, tu vois. Et puis ensuite, tu vas avoir ce que va générer, si tu veux, sur le plan géopolitique, et on en parle en ce moment parce que c'est l'actualité française, mais c'est les migrations environnementales que génère en fait la raréfaction souterraine de la ressource, tu vois. Donc des nouvelles zones de conflit, des déplacés. Donc tu vois, t'as plein de questions. C'est compliqué de te faire un état des lieux global au niveau. Non, tu n'as pas le temps, mais c'est déjà bien de poser le cadre. Que c'est vraiment au niveau mondial, en fait. Et après, si tu veux, on peut rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre. Et je crois que l'enjeu qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est quelles sont, et on en parlera peut-être après, mais quelles sont des solutions. Où est-ce qu'on va réellement chercher l'eau, et comment est-ce qu'on peut trouver de nouvelles solutions pour, tu vois, pour y arriver, quoi. Ouais, on va y revenir. Revenons un petit peu sur l'Europe et le bassin méditerranéen qui nous concerne directement en France métropolitaine. Mais quels sont les grands phénomènes, les grandes prévisions à avoir en tête, et même si on a compris que on se plantait pas mal aussi parce que tout ça était en train de bouger et c'était très très difficile de voir exactement ce qui allait se passer, mais il y a quand même des travaux qui ont été faits et les conséquences qu'on anticipe déjà. Ouais, alors en fait, alors je t'ai parlé tout à l'heure des sécheresses en France, mais les sécheresses en Belgique, c'est quelque chose de complètement nouveau. D'ailleurs, il n'y a pas que la question des sécheresses, il y a des nouveaux aléas. C'est-à-dire les aléas, c'est les menaces, tu vois. Et on était habitué aux feux méditerranéens. On a eu en 2019 des feux de champs, des feux qui se sont déclarés dans les champs en Picardie, dans le nord de la France. C'est des choses auxquelles on n'est absolument pas habitué. Et d'ailleurs, ça pose une vraie question. C'est la question de la sécurité civile derrière pour gérer ces feux, parce qu'en général, la sécurité civile l'été intervient, enfin toutes les colonnes de sapeurs-pompiers se déplacent et vont intervenir sur le sud, tu vois, et sur le pourtour méditerranéen et la Corse, et en fait sont absolument pas là dans le nord. Et en fait maintenant il va en falloir partout. Dès qu'on va avoir des canicules majeures, il va falloir pouvoir régler cette question-là. Donc tu vois, c'est la question de la sécheresse en Europe, elle pose plein d'autres questions, des questions aussi humaines, des questions de gestion de crise. Sachant qu'il faut de l'eau pour éteindre le feu. Ça, exact. Ouais. Donc il y a ça. Pour moi, ce qui était marquant, c'est la sécheresse en Belgique. Pareil, tu vois, c'est vraiment pas le pays dans lequel on s'attendait à avoir des sécheresses majeures. C'est le réchauffement, qu'on a des températures majeures en Scandinavie. On voit très bien ce qui est en train de se dérouler, où c'est vraiment au niveau arctique que la température monte le plus. Moi, je me rappelle quand j'ai débuté ma thèse en 2003. Ça remonte un peu. Et en fait, j'avais lu les premiers rapports du GIEC en 2001. Et donc, tu avais déjà à l'époque des scénarios. Et ces scénarios prévoyaient un accroissement des sécheresses sur le pourtour méditerranéen. Donc aujourd'hui, on est combien, 2003, donc ça fait 18 ans. 18 ans après, c'est effectivement ce qu'on voit, sauf que je trouve que on les imaginait uniquement sur le pourtour méditerranéen,
de manière massive d'après les modélisations. Et on voit qu'en fin de compte, entre les modèles et la réalité complexe des territoires, la manière dont on a traité nos territoires et dont l'agriculture que l'on a fait, on pourra revenir dessus, mais la question du sol, elle est essentielle, tu vois, fait que tu vas avoir des sécheresses extrêmement marquées, bien ailleurs, si tu veux, que sur les territoires méditerranéens. Et j'ai même envie de te dire que les territoires méditerranéens, en fait, ils étaient quasiment prêts parce que eux, ils ont l'habitude de subir des sécheresses, et d'ailleurs des feux de forêt, et ils ont l'habitude d'avoir des crues éclairs. Et c'est eux qui ont le plus travaillé sur la réduction de la vulnérabilité des populations. Mais ceux qui sont pas prêts, c'est ceux qui sont au nord, en fait, tu vois. Et quand tu vois les inondations qu'on a eues en Belgique et en Allemagne par exemple, où la vallée de l'Ar, c'était un petit cours d'eau qui était à 30-50 cm d'eau et qui est monté à 5 mètres de hauteur et qui a emporté toutes les maisons, on s'est retrouvé avec une sorte de crue éclair sur des pluies qui étaient continues pendant 15 jours. Donc en fait, tu vois, c'est une somme de choses nouvelles, mais j'ai envie de dire que ceux qui sont le plus près, c'est ceux qui étaient déjà habitués. Et quelque part, le pourtour méditerranéen l'était. Tu vois, ce qui est pas du tout le cas plus tu montes. Donc pour moi, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les modèles à chaque fois, de toute façon, tu vois bien que les modèles des scénarios de réchauffement sont revus à chaque fois à la hausse. Et puis, en même temps, ces modèles ne peuvent pas inclure la complexité du territoire. Et elle est essentielle si tu veux derrière essayer d'avoir 2 coups d'avance, tu vois, comme aux échecs. Et c'est pour moi la question en Europe, c'est là où ça arrive et où les gens sont absolument pas prêts. Oui, on pourra y revenir à la fin de la conversation pour voir justement comment se préparer à ça et qu'est-ce qui peut être fait par rapport aux différents phénomènes qu'on va venir. Je voudrais qu'on parte un peu sur un autre aspect que tu as déjà évoqué, mais qui est moins directement lié au cycle de l'eau et plus à l'exploitation qu'on en fait, notamment l'exploitation des stocks historiques, enfin de cette eau souterraine notamment, et puis des fleuves. Donc je pense notamment aux endroits où on pompe des nappes phréatiques, comme en Californie, et on peut partir là-dessus, ou les endroits en fait où l'eau aussi vient des glaciers et qui sont en train de fondre, donc tout le nord de l'Inde, le Népal, une partie de la Chine, et ou encore où des fleuves aussi sont maintenant exploités ou pollués, donc ne sont plus vraiment utilisables comme avant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'exploitation de ces ressources et dans quel endroit est-ce que ça devient vraiment critique? Et on peut peut-être partir sur, choisir un territoire. Ouais. Alors déjà bien comprendre qu'au niveau mondial, tu as vraiment un surpompage massif de toutes les eaux souterraines qui a doublé au cours de ces 50 dernières années. Donc tu as des nappes qui s'appauvrissent partout. Et c'est quelque chose d'assez terrible d'ailleurs parce que tu te rends compte que on a l'impression que cette nappe finalement on peut la prélever. Et tu te rappelles au tout début, je te racontais combien sur les 100% d'eau qui tombe de pluie, combien vont pouvoir s'infiltrer dans les nappes. T'as 9%. Tu vois. Et donc, comprendre ça, c'est comprendre à quel point cette ressource, elle est plus que fragile, c'est qu'elle met du temps avant de se renouveler, et t'as un surpompage qui est tellement massif que, tu vois, je te donne un exemple, un focus qui est assez intéressant parce que derrière, il y a une question sanitaire et de santé derrière, c'est le Bangladesh, si tu veux. On a tellement pompé dans les nappes qu'en fait, il y a des nouveaux polluants qui sont arrivés et l'eau s'est chargée en arsenic naturel. Parce qu'en fin de compte, les forages étaient trop profonds. Et aujourd'hui, dans ce pays, t'as des contaminations qui sont chroniques partout, et t'as 1 décès sur 5 qui est attribuable à ces contaminations. Tu vois, ça se compte, je me rappelle plus des chiffres si tu veux, mais c'est des millions d'enfants qui se retrouvent directement atteints. Donc tu vois le fait que d'un côté on pompe, en plus derrière il va se passer des choses. Et donc voilà. Après t'as plein de points chauds. Tu l'évoquais tout à l'heure. Tu vois dans le monde t'as les Balkans, t'as le delta du Nil, t'as l'Inde, le Pakistan. Donc après, en fait il faut comprendre qu'on pompe plus que ce qu'on a, et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait ces nappes, elles alimentent les rivières quand il n'y a plus de pluie. C'est-à-dire qu'une nappe, c'est pas juste un trou dans le sol qui bouge pas. Une nappe, en fait, c'est vraiment de l'eau qui va s'infiltrer, qui va se purifier et qui, à un moment donné, va réussir à alimenter la ressource qu'il y a superficielle à côté. Donc, en fait, quand tu vois de l'eau dans la majeure partie des cas dans le monde, de l'eau dans les rivières et qu'il n'y a pas eu de pluie, c'est l'eau des nappes qui vient alimenter la rivière.
Et en fait, quand tu prélèves dans la nappe, c'est la rivière qui pourra plus être alimentée derrière. Tu vois? Oui, mais c'est le principe des sources. Ça vient toujours de quelque part. Mais on l'oublie. Oui, on bien l'oublie, sûr, si bien tu sûr. veux. Quand tu parles des bassines, quand tu parles des bassines, par exemple, je donne juste cet exemple, mais pour revenir sur la France, mais c'est une vraie question. Les gens nous disent, mais de toutes les façons, on va chercher le trop plein d'eau qu'il y a pendant l'hiver et on n'en a pas besoin. Et du coup, on va créer une piscine, en gros, si tu veux, au-dessus, avec ces espèces d'énormes bassines géantes qui font, je sais pas combien de piscines olympiques. Et en fait, ils vont mettre des bâches PVC pour aller chercher l'eau souterraine, pour la mettre au niveau superficiel. Déjà, tu as 40% qui s'évapore, donc tu perds 40% de cette eau qui aurait pu être dans les nappes souterraines. Ensuite, c'est des nappes qui vont pas spécialement se renouveler durant le printemps. Et donc, surtout avec les sécheresses marquées que l'on a. Et en fait, le seul objectif là des agriculteurs sur ces bassines, c'est juste que quand tu as une bassine, tu peux prélever de l'eau, alors que quand tu as un arrêté préfectoral en phase de crise, t'as pas le droit de prélever dans la nappe. Donc en fait, on préfère aller chercher l'eau pure dans la nappe pour la mettre au-dessus. Tu vois, alors que cette eau, elle aurait aussi alimenté déjà toute une chaîne trophique avec derrière la biodiversité, mais la rivière aussi. Tu vois, et la rivière, c'est l'énergie. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu vois. Alors prenons l'exemple de la Californie, puisque je crois que tu connais bien le sujet et que moi personnellement c'est une prise de conscience récemment du fait que ça pouvait aller, c'est typiquement un endroit où ça pouvait aller très très vite, parce que si je comprends bien, ils sont quand même au bout de l'exploitation de leurs ressources dans l'arbre phréatique, que c'est un énorme bassin de population, que c'est évidemment un État qui est central pour les États-Unis, enfin central, qui est très important pour les États-Unis. Et on se dit que on est dans une logique en fait où on peut aller jusqu'à l'exploitation de toute la ressource au point qu'un jour on se réveille, puisque rien n'est fait apparemment, et où il y a tout simplement plus d'eau. Et donc ça peut aller très très vite. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Qu'est-ce qui se passe en Californie justement? Est-ce que c'est un bon exemple? Alors, pour moi, c'est vraiment l'exemple qu'il faut regarder sur la planète d'un système qui arrive devant un mur, en fait, tout simplement. Donc, en fait, on a pompé un peu plus fort, pompé plus loin, plus profondément. Donc, c'est quand même un État qui s'est construit sur l'agriculture. On a construit les réseaux ferroviaires, on a construit tout ce qui a été aménagé l'était pour la question agricole. Et donc premier État exportateur agricole, tu vois, aux États-Unis, et puis ensuite qui délivre partout dans le monde. T'as nos amandes, nos oranges, la plupart, tout vient de Californie à la base. Et donc en fait, moi j'ai essayé de creuser un peu la question pour essayer de comprendre pourquoi on avait eu cette logique, en fait, jusqu'au boutiste, de ne même pas laisser le temps à la ressource de se renouveler, d'être juste sur un rendement plus fort, plus intense, plus puissant, avec faut voir, au début, tu avais des petits espaces fermiers qui étaient assez petits, assez protégés, tu avais aussi pas mal de végétation, et si tu veux, on a tout arasé, et on a créé des géantes, en fait, exploitations agricoles, et qui sont directement soumises à l'albédo, tu vois, à l'énergie solaire, mais du coup qui chauffent les sols, qui du coup sont beaucoup plus soumises à la question de la sécheresse. Et en fait, sur ces énormes exploitations sur lesquelles on va encore plus loin et plus profond, en fait, je me suis rendu compte que ceux qui les principaux ceux qui ceux qui détiennent en fait ces terres, ce sont à la base des pétroliers. Et donc c'est Exxon et des fonds de pension américains, et c'est quand même assez intéressant parce que du coup, comme on prélève du pétrole, du plus encore, il en faut plus parce qu'on en a besoin pour la croissance, parce que le pétrole va servir à ça. Donc jusqu'à ce qu'au bout, même si on sait que derrière elle a mis des millions d'années à se construire ce pétrole, et qu'on pourra pas derrière, c'est pas grave, on va plus loin. Pareil pour le gaz de schiste. Et si tu veux, là pour l'eau, en fait c'est le même mindset, c'est la même logique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on a été plus loin, et donc les petites exploitations fermières qui restaient en Californie, en fait, ils ont plus d'eau dans leur pompage. Parce qu'en fait, le niveau de la nappe est tellement bas, en fait, ça sert plus à rien. Et les autres vont encore plus bas, tu vois. Et donc en fait, tu as une sorte de vallée centrale en Californie avec la Sierra Nevada qui borde cette vallée centrale, et tu vois, et t'as ensuite la frange littorale qui va être à l'ouest, et donc cette Sierra Nevada qui jusque-là alimentait en eau cette vallée centrale, en fait, a plus une seule goutte d'eau.
Donc on arrive au bout d'un système où il y a plus d'eau qui coule dans ces rivières, il y a plus d'eau non plus en bas. Donc on prélève encore un peu plus profondément, et tu l'as entendu, j'imagine que tu l'as vu comme moi, cette question des saumons, tu vois, qu'on est obligé de faire remonter avec des camions. Ouais. Enfin c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que d'un seul coup on se dit ah oui, mais on n'aura pas de sushi non plus. Ah non, mais il faut gérer quand même les saumons, parce que toutes les autres espèces on s'en fout. Mais les saumons c'est important parce qu'on mange des sushis, tu vois. Donc du coup c'est une vraie question, et c'est terrible parce qu'en fait on arrive au bout du système. Et quand tu regardes en fait l'État, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? Ils ont dit ah non, mais on a une sécheresse d'ampleur majeure comme on n'a jamais eu. On va réduire l'utilisation de l'eau des villes et des gens pour alimenter leurs piscines et laver leurs voitures. Mais les agriculteurs, eux, il y a aucune limite, tu vois. Et en fait, il y en a jamais eu. Alors qu'en France, quand même, t'as ce niveau de crise qui fait que à un moment donné, on n'a plus le droit d'irriguer. Là-bas, t'as pas de tu vois, de seuil limite. C'est hyper intéressant. Ça m'amène à parler aussi de la manière dont l'agriculture est faite. Puisqu'il y a évidemment un lien entre l'agriculture sur le mode intensif ou de la monoculture, et puis la quantité dont on a besoin, et aussi ce que les sols deviennent et leur capacité à stocker de l'eau. Est-ce que tu peux dire 2 mots là-dessus? Écoute, en fait, je pense que, je te dis, tout le monde pense climat en regardant la tête en haut. Et je crois qu'il faut qu'on pense climat en regardant la tête en bas. Et on l'oublie. On oublie que le sol, il est essentiel. On oublie qu'on n'a plus de matière organique dans nos sols depuis trop longtemps. On oublie qu'on a complètement, si tu veux, mis à nu, en fait, ces sols pour avoir des engins toujours plus puissants, toujours plus importants, qui fait que non seulement ce sont des sols qui sont vulnérables aux sécheresses, mais elles sont aussi vulnérables aux inondations. Parce que dès que tu as une pluie, en fait, toutes les matières en suspension, ces sables vont partir, et ce sont des boues qui vont se déverser plus en aval. Donc en plus, avec des dommages plus corrosifs et plus importants. Et à une ère où on est de plus en plus avec des signatures de pluie de plus en plus importantes, tu vois, on est ce printemps, on a eu par exemple 80 mm d'eau en 1 heure. On l'a eu à Agen, on l'a eu dans les rues de Reims en France. On a eu exactement ces 80 mm d'eau en 1 heure. Tu vois, à New York, quand il y a les métros qui se sont retrouvés inondés. Pour te donner un peu l'ordre d'idée, où à un moment donné, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Et en fait, cette eau, elle va prendre tous les chemins, les axes préférentiels. Et quand tu as en fait des énormes exploitations agricoles, elle va prendre les axes préférentiels qui sont les axes des tracteurs. Et donc en fait, nécessairement, tu vas avoir des atteintes qui vont être très fortes, qui sont souvent compensées au niveau européen. En fait, on pense les plaies en permanence sans jamais traiter la cause. Et donc pour moi, le sol, il est essentiel parce que on est capable aujourd'hui de faire du sol qui conserve l'eau. On est capable de travailler, si tu veux, sur ce stress hydrique et ce niveau eau, sol, plante. Et en fait, on l'oublie. On l'oublie parce qu'on est encore dans cette question de croissance à tout va. Oui, puis c'est pour ça qu'avant, les exploitations étaient aussi pensées pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait elles étaient beaucoup plus petites. Du coup, il y avait beaucoup plus d'arbres. Du coup, les sols étaient évidemment, il y avait moins d'engrais, moins de tout ce qui fait que les sols sont différents. Mais il y a aussi les territoires qui ont été aménagés pour faire de l'intensif. Et donc, ça laisse la place à la catastrophe, en fait. Ça... Ouais, c'est ça. En fait, ça me fait sourire parce que tu vois, il y a un truc qui est super à la mode actuellement, c'est les solutions fondées sur la nature. Et si on repensait en fait à mettre des solutions que la nature avait créées, ce serait vraiment génial parce qu'en fait, ça permettrait de trouver des solutions qui sont cohérentes. Et en fait, tu regardes et tu te dis ah ouais, mais c'est génial. Ok, faisons-le, tu vois. Et au même moment, tu crées des dizaines et des dizaines de bassines en France en PVC pour essayer d'extraire encore un peu plus l'eau des nappes qui est déjà polluée. Enfin, tu vois, on est vraiment dans une espèce de non-sens où de temps en temps on a l'impression d'avoir une idée lumineuse et qu'on va réussir à sauver les choses. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quels sont par exemple sur la Californie, tu me dis que ça devient critique, et puis on voit effectivement cet exemple des saumons transportés par camion, donc on se dit bon, quand même, c'est critique. Et puis on en a parlé. Quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour anticiper ce risque?
Est-ce qu'il n'y a rien qui est fait, qu'on risque potentiellement Alors, de moi, voir j'ai rien Los trouvé. Angeles évacuée parce qu'il y a plus d'eau qui coule? Comment ça se passe? Ou plus rien à manger? Écoute, moi, franchement, j'ai cherché, hein. J'ai essayé de regarder. J'ai travaillé avec des chercheurs là-bas. J'ai regardé des publications scientifiques. Je vois, peut-être que je connais pas assez des choses qui sont faites des fois de manière locale et qu'on maîtrise pas. Mais en tous les cas, j'ai pas vu, si tu veux, de choses majeures. Par contre, je peux te dire des solutions qui effectivement pourraient être mises en place parce que c'est les solutions qui sont devant nous et qui sont finalement d'avenir. Donc, effectivement, parce qu'à un moment donné, on imaginait prendre l'eau du Canada et la descendre jusqu'en Californie, parce que tu as déjà des grandes conduites entre la Californie du Nord et la Californie du Sud. Donc, en fait, c'est déjà des choses qu'on fait, tu vois. Tu as des grands transferts d'eau dont on est habitué, mais là, je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut penser dessalement de l'eau de mer, parce qu'en fait, on n'a pas de solution, à moins effectivement de prendre ces populations et de les mettre ailleurs. Mais la Californie, elle pose d'autres problèmes, parce que tu as tous les méga-feux aussi, tu as les températures extrêmes, donc t'as une suite de problèmes. C'est pas que la question de l'alimentation pour faire en sorte que la population puisse rester là, quoi. Et donc le problème, si tu veux, du dessalement de l'eau de mer, c'est son coût. Et en fait, parce que pour dessaler de l'eau de mer, il faut de l'énergie. Et en plus, c'est l'énergie qui coûte cher. Donc du coup, en fait, c'est quand même très complexe. Mais il faudrait vraiment tout miser là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on sait de plus en plus dessaler l'eau de mer avec des méthodes qu'on appelle, il y a l'osmose inverse et il y a la distillation. Et si tu veux, la distillation, elle peut se faire notamment avec l'énergie solaire. Et comme là-bas, il y a énormément de soleil, c'est aussi des solutions qu'il faudrait traiter. Et quand tu regardes Israël, qui a compris ça très vite, qui se dit, moi, je suis dans un pays où derrière, il n'y a pas une seule goutte d'eau, c'est des pays qui utilisent l'eau de dessalement de manière massive et qui apprennent aussi à faire de l'agriculture en eau saumâtre. C'est-à-dire, on a de l'agriculture avec, malgré tout, normalement, en France, on sait pas du tout faire avec de l'eau salée. Là-bas, ils y arrivent. Donc, est-ce que ce sont des solutions? Sans doute des solutions d'avenir pour continuer à nourrir les populations là où c'est complètement critique. Et puis, il y a la question de la réutilisation des eaux, qui est aussi une vraie question. Là-bas, si tu veux, en Israël, quand tu vas voir leur exploitation agricole, une goutte d'eau est réutilisée dans le cycle immédiatement, en fait. Je crois qu'il y a 90% des eaux usées qui sont réutilisées, nettoyées et réutilisées. Et là, on en est encore très loin. Et c'est vraiment des questions de logique, de méthode, j'ai envie de dire même de mindset, de manière de penser, où Israël était déjà face au mur, dit ok, il faut quand même que je nourrisse ma population. Les autres se posent pas tant la question. Ça illustre ce dont tu parlais, que en fait, de même que dans le sud de la France, on anticipe mieux certaines choses parce qu'on n'est pas si loin, que là où on a l'impression que en fait, parce qu'on va en Californie, on a l'impression que tout a toujours été vert et qu'il y a de l'eau en abondance, alors que pas du tout. Et donc on anticipe. Mais regarde les Brésiliens qui voient qu'ils ont plus d'eau, ils font, c'est pas possible, c'était le géant mondial de l'eau, tu vois. Mais même les pauvres, enfin les Belges qui ont été meurtris et les Allemands ont rien compris sur ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient pas, ils s'imaginaient pas pouvoir avoir des cataclysmes aussi importants, tu vois. Donc voilà. Je crois que c'est l'inadaptation qui est surtout la question de notre résilience, tu vois. Tu me fais en parlant du Canada et le fait qu'on allait construire des nouveaux tuyaux, des nouveaux aqueducs finalement pour amener de l'eau du Nord. Il y a cette question qui se pose autour de la marchandisation de l'eau. Donc comme toute ressource, on peut y mettre un prix finalement si on veut. Et dès lors qu'elle devient rare, le prix augmente. Donc on voit même certaines personnes, j'imagine, qui se frottent les mains en se disant que c'est une ressource qui va devenir rare parce qu'on va pouvoir en tirer un profit. Ça existe. Donc on peut imaginer, voilà, que certains voient un intérêt spéculatif à ce que cette ressource devienne de plus en plus et partout une marchandise. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce marché de l'eau? Qu'est-ce qu'il faut, quel est le cadre qu'il faut avoir en tête? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce sujet? Alors effectivement, c'est une vraie question, surtout que depuis l'eau est rentrée en bourse, tu vois, aux États-Unis, avec la question californienne. Alors il y a des choses qui me paraissent complètement dingues, c'est-à-dire que j'avais entendu parler, je te donne un exemple, mais ça m'a semblé fou, de nouvelles startups qui voulaient se créer pour essayer d'aller récupérer l'eau des comètes
en se disant on va, et puis derrière il y avait un prix de l'eau qui était mis dessus qui était colossal, et ça m'a fait sourire quand j'ai pensé à ça, parce qu'en fait les gens déjà, pour aller imaginer ça, c'est pas comprendre en fait la question de l'eau, parce que en fait depuis les dinosaures à aujourd'hui, t'as la même quantité d'eau sur Terre, elle ne se modifie pas, on ne perd pas d'eau. Et on n'en gagne pas, on en perd un tout petit peu en haute atmosphère, tu vois, et on en gagne dans le manteau inférieur. Donc dans les zones de subduction, on en perd et puis on en regagne dans les zones de dorsale. Donc en fait, si tu veux, on a toujours la même quantité. Le vrai problème, c'est que tu as beaucoup plus d'eau précipitable, parce que il y a deux problèmes. C'est que les eaux douces se retrouvent, celles qu'on a extraites de manière intensive dans les ressources profondes, elles se retrouvent déjà beaucoup plus au niveau des océans. Et ça contribue, je crois que c'est de l'ordre de 30%, ça contribue à la montée des eaux. Donc c'est pas négligeable. Il n'y a pas que la fonte des glaciers qui derrière augmente le volume des mers et des océans. Donc ça c'est une première chose que je voulais te dire. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc voilà, que si tu veux, toute cette eau là on la prélève quelque part et on la met ailleurs. Et où est-ce qu'elle se retrouve? Elle se retrouve surtout au niveau océanique et surtout au niveau atmosphérique, et en fait on ne l'a plus sur Terre ni tu vois sur nos sols. Donc en fait on a l'impression que cet or, en fait il faut aller le chercher, mais en fait il est partout. Si demain on savait dessaler de l'eau de mer, on aurait de l'eau partout, parce qu'on est une planète bleue. Tu vois, il faut juste retrouver en fait des états d'équilibre. Et alors pour te donner un exemple, tu me parlais de cette exploitation marchande de l'eau. Ouais. J'ai un truc qui me semble assez frappant, qui m'a interpellée, c'est qu'en fait les pays du Golfe actuellement achètent des terres en Afrique, notamment au Mozambique, en fait pour assurer une production qui va être destinée à leur propre consommation. Donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que quand tu n'as pas assez d'eau chez toi, tu te dis c'est pas grave, je suis pas capable d'avoir des exploitations agricoles chez moi pour ma population, je vais acheter des terres ailleurs. Et en allant acheter des terres ailleurs, tu vois, du coup je trouve que c'est assez marquant. Et d'ailleurs la Chine a voulu à un moment donné de manière très marquante venir acheter énormément de chais viticoles et de terres en France. Donc tu vois, il y a une espèce de marchandisation cachée en fait au-delà de l'eau. La marchandisation, elle est sur les terres. Okay. Et pour moi, le grand enjeu, ça va être du siècle, on en parlera peut-être après, mais si tu veux, c'est la reconversion des terres et le fait de redonner de la valeur à la ressource, souterraine et superficielle. Pour moi, les terres qui auront de la valeur, qui sont résilientes, demain, c'est celles qui auront des vraies qualités et qu'on aura respectées. Et c'est celles-là qui auront une valeur. Et on devrait indexer la valeur là-dessus. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on a une toute autre manière de penser, tu vois, sur le plan. Tu disais qu'il y avait donc l'eau était en bourse aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et est-ce que on a ça en Europe ou chez nous qui se profile? Écoute, j'ai essayé de comprendre dans le détail. J'ai compris qu'en fait, tu avais une monétarisation qui allait se faire sur la production d'eau en Californie. J'ai pas réussi à assez creuser peut-être, mais à bien comprendre ce qui se joue derrière. Mais en tous les cas, je trouvais que c'était un signe qui faisait peur, tu vois. Parce que si on commence à mettre l'eau en fait en bourse, il y a une vraie question qui doit se poser derrière. Oui, et puis après, est-ce qu'il y a un arrive intérêt, un peu aux limites d'un système. Est-ce qu'elle se soit plus un bien commun, etc. Oui, effectivement. Tu vois, et derrière, sur quoi tu vas miser? Quel va être le prix de l'eau? Quelle va être l'inflation? Comment ça va se dérouler? Enfin, pour moi, c'est des questions qui derrière doivent nous inquiéter. Je voudrais qu'on passe un peu de temps dans cette dernière partie, ça fait plus d'une heure qu'on parle, mais de revenir un peu à ce qui se passe en France, et pour revenir sur les enjeux sur donc ce territoire métropolitain et éventuellement les dom-tom aussi si c'est pertinent, ou si c'est dans ton cadre de tes recherches, et voir comment est-ce que ces enjeux sont adressés aujourd'hui et ce que tu préconises. Alors, déjà la France, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a 4 types de climats. C'est-à-dire qu'elle est d'un côté océanique, continentale, méditerranéenne, alpine, tu vois. T'as quand même le climat océanique qui prédomine. Et donc, en fait, on a des précipitations qui sont tout le temps extrêmement abondantes et régulières. Et d'ailleurs, on voit bien que même les années de sécheresse, on a une très bonne recharge des nappes.
alors de certaines nappes, parce que d'autres n'ont pas le temps assez de se recharger, surtout que lorsqu'elles ont été taries. Pour moi, ce qui me semble intéressant, donc c'est cette France, en fait, elle n'est pas habituée, si tu veux, à avoir des problèmes de pénurie d'eau. Et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est ce qu'on appelle un effet de continentalité, c'est-à-dire que les eaux qui vont arriver par des dépressions depuis l'Atlantique vont permettre de faire rentrer massivement de l'humidité, de générer des pluies, on va dire à Brest, et ces pluies, lorsqu'elles tombent, en fait, l'évaporation va se faire plutôt vers l'est, et donc en fait, les vents vont pousser cette humidité et les eaux vont se reconstituer, enfin les nuages vont se reconstituer plus à l'est, ce qui fait que les pluies ensuite vont tomber sur Strasbourg. Donc cet effet de continentalité qu'on a naturellement, quand il s'est coupé, puisqu'on s'est retrouvé avec non pas des dépressions mais des anticyclones, c'est-à-dire qu'on avait et alors je reviens, je vais te schématiser ça pour que tu comprennes. En fait, t'as le Brésil et la Namibie sont exactement à la même latitude, tu vois. Et en fait, le Brésil c'est un géant de l'eau, la Namibie c'est un désert. Quelle est la différence entre les deux ? D'un côté, au Brésil, tu as les eaux océaniques qui rentrent dans les terres, et de l'autre côté, tu as des vents qui partent des terres en Namibie vers la mer. Donc en fait, tu as une perte sèche et tu n'as pas d'apport d'humidité. Et d'ailleurs, le Sahara, c'était il y a 6000 ans, c'était luxuriant parce que tu avais des vents qui allaient dans l'autre sens. Et là, ce qui se passe, c'est que l'évolution du climat en ce moment sur l'Europe et sur la France, c'est que tu as une modification justement du sens. Si tu passes d'une dépression à un anticyclone, tu sais, comme quand on nous montre la météo, en fait, tu changes de sens. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas dans les aiguilles d'une montre, de l'autre côté, tu vas à l'inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est en train de changer. Donc, et ça a changé ces 4 dernières années. C'est ce qui explique qu'on a eu des grandes sécheresses dans le Grand Est. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui est très peu étudié et très peu connu. Et pour moi, on devrait vraiment chercher à comprendre ça. Et ça pose un autre problème, qui pour moi est un problème majeur. C'est la manière dont on gère ces crises et ces phénomènes naturels en silo. Tu vois, tu as des experts de l'hydrologie, des experts de la météorologie, des experts de, tu vois, des sols. Et en fait, t'as plus, à un moment donné, le lien entre tout ça. Et pour travailler sur l'effet de continentalité, c'est transdisciplinaire. T'as besoin de faire le lien. Et comme on le fait pas, on est déconnecté et on voit venir les choses, on constate les dégâts, on pense pas le système, mais on comprend pas le système, tu vois. Donc voilà, pour moi, si tu veux, voilà, ça c'est un problème en France. Deuxième problème en France, on en a déjà un peu parlé, mais je reviens 2 secondes dessus, c'est l'énergie. En fait, on s'est retrouvé avec ces sécheresses, avec des centrales hydroélectriques quasiment à l'arrêt, des centrales nucléaires qui ont failli fermer, et ça pose une vraie question de qu'est-ce qu'on va faire demain, tu vois, pour avoir notre énergie en France, parce que j'imagine que les Hollandais ont plus de vent, nous on n'a plus de, voilà, c'est d'autres problématiques. Tu vois. Mais si on fait du micro-nucléaire, il faudra quand même avec du micro faire du maxi d'eau, tu vois. Et s'il n'y a pas d'eau, il y aura pas de micro-nucléaire. Donc voilà, pour moi, c'est des questions qui sont essentielles et on devrait miser sur l'éolien et sur le solaire parce que on est sûr au moins qu'en cas de manque d'eau, on a effectivement des ressources énergétiques. Après, s'il n'y a plus de vent, le problème, c'est le problème. C'est ça. Ou s'il y a des nuages, il reste le solaire. C'est compliqué. En tous les cas, le solaire, si on arrivait, je suis sûre qu'on serait capable de faire des sauts quantiques, tu vois, et de réussir à aller vraiment. Donc comment est-ce que tu as anticipé ça dans ces territoires? Tu disais que dans le sud de la France, c'était plutôt il y avait plutôt des plans qui traitaient ça correctement. Comment tu vois ça, toi? Alors pour moi, si tu veux, la sécheresse, elle est absolument pas traitée. La sécheresse, on l'a subie depuis 4 ans en ouvrant la bouche et en essayant de mettre en place des commissions. C'est pas les commissions qui gèrent la question de la sécheresse. C'est un peu comme la question de il y a des gaz à effet de serre, il faut qu'on réduise nos émissions carbone. On va créer des COP, tu vois. 26e COP, on en est toujours à regarder l'augmentation et dire waouh, OK, d'accord. Donc pour moi, c'est un petit peu la même chose. Alors, il y a des choses qui sont faites par contre en matière d'inondation. La France est très avancée sur cette question-là parce que elle a subi très tôt, en 1988, les inondations de Nîmes. Et donc, le sud de la France, notamment, a vraiment beaucoup développé tout ce qu'il pouvait faire sur le fait de réduire la vulnérabilité des biens, des personnes. Donc, travailler, tu vois, sur cette question-là et essayer de
de travailler sur les comportements des gens, mais aussi sur le plan structurel, sur leur maison, sur comment on doit protéger une maison sur une inondation. Et jusqu'à une certaine hauteur d'eau, on peut la protéger. Donc il y a quand même un travail énorme qui a été fait, et sans doute c'est un des premiers dans le monde, parce que j'ai beaucoup voyagé et on est quand même encore à la ramasse sur l'inondation. Même au Canada, par exemple, ils nous regardaient avec des grands yeux en disant waouh, nous on vient de prendre conscience en 2000. Tu vois, ils ont eu 2 crues successives, la fin là je crois que c'était 2018-2019, et en fait ils avaient l'impression que ils découvraient qu'ils étaient inondables, alors qu'ils ont toujours eu aussi des inondations. Donc ils n'ont pas vraiment avancé là-dessus. Donc et d'ailleurs la question du bâti, elle est essentielle aussi pour les sécheresses, parce que ça coûte plus cher les sécheresses sur l'atteinte du bâtiment que les inondations. Donc c'est encore une autre question. Mais tu vois, donc il y a des choses sur lesquelles on a avancé, il y a des choses sur lesquelles on est très très loin. Et pour moi, la solution majeure en fait qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est vraiment la question de l'agriculture, parce que l'agriculture, déjà, les sols, c'est un puits de carbone ou pas. Tu vois, les sols vont complètement s'appauvrir et vont du coup nécessairement, en s'appauvrissant, tu as aussi ce qu'on appelle un effet de battance, c'est-à-dire que tu as la pluie qui ne peut plus pénétrer dans les sols et donc rejoindre suivant la manière dont ils sont traités, les nappes phréatiques. Donc en fait, tout est lié à ça. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de crucial. Et quand je vois que la seule question qui se pose actuellement, c'est le fait de créer des bassines, moi ça me désespère. Tu vois, alors, heureusement tout le monde n'est pas là-dedans, mais en plus on voit très bien que l'agriculture biologique et le fait de respecter la terre, le fait de faire de l'agroforesterie, ça marche sur les sécheresses, ça marche sur la rentabilité des gens. On a des gens qui socialement, humainement, émotionnellement sont beaucoup moins, vivent bien, alors que les autres sont complètement, enfin tu vois, le taux de suicide. Mais ouais, sans aller là-dedans, si tu veux, c'est pour moi la vraie réponse déjà, ce serait vraiment de travailler cette question des sols, de travailler l'adaptation des villes et l'adaptation des bâtiments et des modes de fonctionnement. Tu vois. Et là, j'imagine qu'il y a plein de, comme toujours, hein, quand on va sur ces sujets-là, il y a plein de points de blocage qui fait que ça ne bouge pas entre la formation des gens qui s'occupent de ça, entre les lois comme la PAC au niveau européen qui fonctionnent d'une certaine manière. On a et c'est pire que ça. C'est-à-dire que là, par exemple, tu as un Grenelle qui vient de se faire par le ministère de l'Agriculture, et en fait, il le fait tout seul dans son coin. Il le fait pas avec le ministère de l'Écologie. Et d'un seul coup, il fait un Grenelle sur l'adaptation et le réchauffement climatique. Et donc, en fait, ça va juste servir à massivement payer des bassines. Donc on va payer des piscines olympiques pour sortir nos eaux souterraines et les mettre au niveau superficiel, les traiter. On traite le parce symptôme, que tu vois quoi. mais parce qu'en plus quand derrière, imagine tu prends une piscine en plastique, tu la mets sur ton balcon et tu la laisses avec de l'eau qui se remplit. En fait, au bout de 3 semaines, il y a des algues vertes et c'est dégueulasse, tu vois. Donc du coup, il faut la traiter cette eau. Donc en fait, tu vas rajouter du chlore et donc tout ça, tu vas le rajouter dans tes nappes et en plus sur nos légumes. Qu'on crée d'autres problèmes. Donc en fait, il y a plus de sens, il y a plus de cohérence, et à un moment donné, tu sais même plus comment dire les choses parce que t'es face à tous ces constats qui sont très pluridisciplinaires. Et moi qui traite de la question de l'eau, elle se balade partout, hein, elle se balade dessous, dessus, dans l'assiette, tu vois. Donc je me balade quand même sur tous ces sujets-là, et je me dis mais c'est pas possible. La vraie solution, elle est déjà dans notre assiette. Et si on veut avoir un acte militant, je sais que peut-être je vais aller à contrario de certains qui pensent le contraire, mais je te jure, je préfère prendre un avion et derrière manger différemment et consommer différemment. Parce que tu vois, tout le monde sait que derrière un jean, c'est 70 000 kilomètres, donc tant d'émissions carbone, et c'est combien d'émissions d'eau derrière, et c'est quelle atteinte de la ressource derrière. Tu vois, c'est encore tellement plus terrible en réalité nos modes de consommation. Je vais rarement, alors tu vas me prendre pour une bobo, mais je vais rarement dans les grands supermarchés, les grandes surfaces. Mais j'ai tendance à acheter j'achète mes fruits et légumes, tu vois, à côté de chez moi. Je fais tout en vélo et tout. Mais en fait, je considère pas que j'ai une étiquette d'écolo. Hein. Je considère juste que j'ai conscience de ce que je fais. En fait, c'est tout. Et donc en fait, si tu veux, je suis rentrée dans des supermarchés dernièrement. Ça faisait 3-4 ans que j'avais pas été, et dans les centres commerciaux. Et en fait, je regarde et tu sais, t'observes les milliers de choses qui sont à vendre et qui cachent derrière de l'eau et du carbone. Et au milieu de tout ça, t'as les gens qui te disent « Ah, mais il faut faire du zéro, tu vois, stratégie bas carbone. » Mais elle est là, la stratégie bas carbone. Parce que chaque chose qui est créée a utilisé une ressource. Et cette ressource, elle a mis des millions d'années avant de se créer.
Et nous, on est là et on l'exploite et on va faire des carrières encore plus loin et on va utiliser telle terre rare et en fait, à chaque fois qu'on utilise quelque chose, on crée en fait, tu vois. Nos t-shirts, ils ont complètement asséché la mer d'Aral. Aujourd'hui, tu as des populations qui se retrouvent avec des mers asséchées de pesticides et ils ont plus rien. Et tu vois, sans compter les questions sanitaires derrière. Enfin, en réalité, c'est nos modes de consommation qui sont terribles, tu vois. Ça m'amène à une question qui est une digression par rapport au sujet, mais parce qu'on avait un petit peu parlé avant cette interview, qui est la difficulté à porter ces sujets. Parce que ça fait, toi tu passes pas mal à la télé, à la radio, tu fais des conférences, tu parles beaucoup de ces sujets-là depuis beaucoup de temps. Et puis tu vois, tu parlais aussi de tous ceux qui travaillent sur le sujet climat, sur les COP, qui à chaque fois reprennent espoir. Et puis effectivement, on voit que rien ne bouge, on voit que on continue à aller consommer toujours plus, à émettre toujours plus. Quelle est ton expérience personnelle et où t'en es toi par rapport à cette difficulté qu'il y a à porter un sujet? C'est pas du militantisme, mais c'est Écoute, je suis entre espoir et désespoir, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que à la fois, c'est désespérant de voir que ça bouge pas, en fait, tu vois. Mais il y a rien qui bouge, tu vois. C'est Einstein qui disait la folie, c'est de croire qu'on va reprendre les mêmes personnes et qu'on va faire les mêmes choses et qu'on va avoir un résultat différent. C'est-à-dire que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on sorte de cette COP? La moitié des gars sont en train de dormir et certains font des grands pitchs incroyables alors qu'en fin de compte, ils ont rien prouvé avant. Enfin, je veux dire. Donc toi, tu dirais que les COP ne servent à rien, en fait, que c'est un grand spectacle qui nous rassure, ou il y a encore de l'utilité quand même. Mais derrière, il y a rien. Enfin, mais il y a rien qui se passe derrière. Tout le monde est sorti de la COP 21 en disant c'est fantastique, c'est génial, derrière c'est vraiment ça y est, on a réussi, on va sauver la planète. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il y a rien. Concrètement, moi je vais sur les territoires, il y a rien. T'as toujours les mêmes agriculteurs qui ont les mêmes pensées derrière, avec beaucoup de croyances limitantes, et qui d'ailleurs, je trouvais ça très intéressant. J'ai été auditionnée dernièrement par un conseil économique, social et environnemental, et je me suis fait interpeller par un agriculteur qui me dit oui, mais et il me dit, mais vous savez, on n'a pas le choix de ce que l'on plante. Je dis parce que vous pouvez derrière faire du multivariétal, travailler sur la saisonnalité, tu vois, sur le calendrier des récoltes, etc. Enfin, et puis derrière rajouter ces questions. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont même pas le choix, ils ont même pas le pouvoir de ce qu'ils font. En fait, ils font parce qu'on leur dit de faire et que c'est leur métier. Et ils sont dans un grand système. Il faudrait juste que les gens reprennent leur pouvoir, parce qu'ils vont faire des céréales, du maïs pour la viande, pour qu'elles soient encore moins chères, etc. Tout est moins cher et tout coûte moins cher et la nourriture doit toujours coûter moins cher, parce que tu comprends, on nous prend des bandes de cerveau disponibles et donc du coup ça coûte de l'argent parce qu'on nous met de l'argent dedans dans ces bandes de cerveau qu'on nous prend, mais on nous prend aussi du pouvoir d'achat parce que on nous dit que pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un à la hauteur, pour être quelqu'un d'estimé, il faut avoir tel habit, il faut avoir telle chose, il faut posséder tel truc. Donc j'ai regardé le voisin et moi mon cerveau qui est complètement guidé par mon subconscient qui est complètement sous hypnose depuis des dizaines et des dizaines d'années par nos publicitaires qui savent magnifiquement utiliser notre subconscient, en fait, nous ont expliqué que pour être heureux, c'était ça. Donc, en fait, ah bah oui, mais je vais consommer pour être heureux. Mais du coup, j'ai plus de part, en fait, restante pour ma nourriture. Donc, il faut que mon morceau de jambon, il coûte 2 fois moins cher et encore moins cher. Et tant pis s'il est dégueulasse et tant pis si derrière, il y a dans 10 ans, il y a une personne sur 2 qui a un cancer. En fait, c'est tout ça le problème, tu vois. C'est un problème sociétal qui est global. Et en fait, donc ça, c'est mon côté désespoir. Tu vois, où je regarde et je me dis bon. Et mon côté espoir, c'est que j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est qu'une impression ou pas, mais j'ai l'impression que en tous les cas, quand je fais des conférences, quand j'essaye de parler dans les médias, j'essaye de raconter à chaque fois, au moins de rendre digeste la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il faut arrêter que les scientifiques se cachent derrière un espèce d'ego, tu vois, et raconter des trucs que les gens comprennent pas. Et le premier des trucs que les gens comprennent pas, et si je peux vraiment, tu vois, pour moi, c'est un truc qui me sidère. C'est que quand je vais parler aux populations, dernièrement, j'ai fait une grosse étude de perception des risques du changement climatique et j'ai été interroger beaucoup de gens. Et si tu veux, ils ne comprennent rien quand tu leur dis un scénario d'1,5 degré de gaz à effet de serre. Ils ne comprennent rien. Et je me suis amusée à être une personne lambda qui tape sur Internet, sur Google, et qui essaye de lire
Et je me suis rendu compte que t'avais quasiment aucune explication. Et le problème, c'est que notre cerveau, quand il comprend 1,5 degré, il comprend que c'est rien parce que c'est même pas le mot degré, il a même pas de S. Il a même pas de S tellement il n'est pas au pluriel. C'est 1,5, tu vois. Et donc, en fait, les gens comprennent pas. Ils se disent, bah oui, c'est pas mal finalement. Moi, j'aime bien. Je vis à Paris ou dans le Nord, 1,5 degré plus, c'est sympa. Finalement, j'habite pas en Méditerranée. Finalement, c'est plus sympa en Picardie, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas et tout le monde reste là-dessus. Tout le monde est en train de faire peur aux populations en disant « Oh, c'est terrible, il y a un scénario d'1,5 degré, on va arriver à 1,8 là, à 2 degrés là, et à la fin du siècle, 5, 6, 7 degrés. » Et les gens, ils te regardent et font « Ah, ok. » Mais le référentiel que tu donnes dans le cerveau des gens n'est pas compréhensible puisque c'est un référentiel scientifique. C'est exactement comme à l'époque, les gens disaient « Oh, il est tombé 40 mm d'eau. » Mais 40 mm, ça veut rien dire aux gens. Tu vois, ou alors il est tombé 250 mm d'eau. Bah moi j'ai essayé de raconter. Bah moi ça a fait sourire certains quand sur France Info dernièrement. Je leur ai dit il est tombé une baignoire par mètre carré. Voilà pour que vous compreniez. Mais il faut utiliser des termes simples en fait. Tu vois, il faut montrons si tu veux une image de l'augmentation des températures mondiales avec derrière tu vois une belle visualisation qui nous permet de comprendre qu'effectivement on est dans un réchauffement global planétaire, mais n'utilisons pas des termes qui sont réservés qu'aux scientifiques parce que les gens comprennent pas. Et en plus, le pire, c'est que tu as les super spécialistes de l'énergie et donc qui te parlent en mégawatts. Alors là, ouais, mais alors tu sais, mais t'as plein de spécialistes partout, mais tu perds les populations. Et les populations savent plus du tout quoi faire. Alors elles ont essayé plus ou moins de trier leurs déchets. Bon, c'est compliqué, mais elles y arrivent. Elles ont peur derrière parce qu'on nous dit que notre avenir va être terrible, que derrière c'est même pas les générations d'après, c'est notre génération. Et en fin de compte, quelle solution? Et tu vois, moi je pense que de manière très pragmatique, une des solutions c'est notre assiette. Et en fait, si on arrive réellement à changer notre manière de manger, si on fait manger des fruits et des légumes aux gens, on sauve la planète, quoi. Je sais pas comment le dire. Et bio. Tu vois, on sauve la planète, on sauve les ressources, et derrière on recrée un cycle de l'eau, et donc on élimine, si tu veux, ce gaz à effet de serre qui est l'eau, qui est beaucoup trop actuellement au niveau atmosphérique. On le recapte parce que derrière on met du végétal, etc., etc. Et ça, on l'oublie. On a l'impression qu'il y a que le carbone et l'énergie. Tu vois, voilà. Merci pour cette. C'est intéressant d'avoir. Je voulais vraiment avoir ton point de vue là-dessus, puisque. On n'en parle pas finalement, on se laisse pas beaucoup de temps pour parler de ça avec la plupart des invités et finalement je pense que beaucoup de partagent un peu la même expérience. Pour finir, est-ce que tu as 2 livres qui te viennent en tête comme ça que tu recommanderais à tout le monde de lire sur ce sujet ou pas du tout? Alors, il y a celui que je suis en train d'écrire, mais il n'est pas fini. Donc, on va attendre un peu. On le citera plus tard. Écoute, j'ai beaucoup aimé Le Bug humain de Sébastien Koller parce que je trouve ça intéressant. Voilà, oui, parce qu'en fait, il montre comment, en fin de compte, on est complètement soumis à notre cerveau. Et ça, moi, je suis convaincue que la plupart de nos solutions sont dans nos cerveaux et dans notre perception des choses. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant la manière dont il déroule cette information dans Le Bug humain. J'avais invité Thibaut Kressinger sur ce sujet que je t'invite à écouter si tu l'as pas fait. Ok, mais vraiment, pour moi, voilà, ça c'est assez intéressant parce que ça montre une autre focale. Après, il y a les livres, il y a plusieurs livres. Alors, je te retrouverai, je crois que c'est Daniel Zimmer sur la question des eaux virtuelles, qui est passionnant parce que là, je l'ai évoqué rapidement, hein, mais derrière, il te donne vraiment tous les détails de la manière dont on considère cette eau virtuelle. Et pour moi, quand on fait une empreinte carbone, on devrait demain faire une empreinte eau. Et si les villes veulent s'appuyer là-dessus, on devrait s'appuyer sur ces tenants et aboutissants, et c'est un des livres qui est pour moi les plus aboutis sur cette question. Et un roman, ton roman préféré, celui que tu me conseilles de lire? Écoute, je lis très peu de romans. D'accord. Bon. Je lis, mais je vais te dire un truc parce que je suis à l'étranger actuellement et j'avais besoin de me changer un peu mes idées et ma tête. Et en me baladant, j'ai vu une petite bibliothèque et il y avait un petit bout en français et des bouquins qui te mettaient à disposition. Et en fait, j'ai lu Célestine Dubac de 1, 2, 3, ça va me revenir, j'ai que son nom, oui, de Tatiana de René.
Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est un vrai roman. Il est hyper léger à lire, hyper simple. En réalité, quand tu vas à la fin du roman, tu te rends compte qu'elle l'a écrit il y a très longtemps et qu'elle l'a retrouvé par hasard, un truc qu'elle avait écrit il y a peut-être 25 ans, tu vois. Et en fait, ce roman, il est intéressant parce que il vient te raconter l'histoire d'un jeune homme qui va se lier d'amitié dans le 6e arrondissement vers la rue du Bac avec une SDF. Et dans un moment où on est dans une phase un peu d'humanité et d'inhumanité et qu'on se pose plus vraiment de questions, ça te met dans la tête de la manière dont on peut penser une SDF, de ce qu'a été sa vie avant qu'elle arrive dans la rue, des blessures qu'elle a eues, de la manière dont elle a été détruite et qu'est-ce qu'il a construit en fait. Et en fait, on a tendance à passer à côté des SDF finalement, tu vois, en les regardant comme un peu un déchet de l'humanité souvent et sans même plus y prendre, sans même plus les voir exister. Et je trouve que dans cette question, on parle de la question des migrants, on parle de la question de l'humain. Je crois qu'on parle avant tout de l'humain. Et on est tous sur cette planète des humains. Et j'ai aimé la manière, ça m'a fait rire, ça m'a changé les idées l'espace de 2-3 jours, tu vois, je l'ai lu très rapidement. Mais j'ai trouvé ça, voilà, ça faisait du bien de remettre un peu d'humanité dans tout ça. Voilà. Merci pour cette belle conclusion. Merci Emma. Merci. À bientôt. Voilà, c'est déjà fini. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez continuer la conversation, je vous invite à vous abonner à la newsletter et surtout à aller sur le site du podcast sismic.fr pour savoir comment rejoindre la communauté naissante de Sismic, donc sur un serveur qui s'appelle Discord, qui est une sorte de réseau social, mais qui n'appartient pas ni à Facebook ni à d'autres de ce type-là, et sur lesquels on peut discuter librement, déjà plusieurs centaines. Donc vous pouvez nous rejoindre, c'est gratuit, et il y a un accès spécial avec un peu plus de contenu pour les donateurs qui me soutiennent sur Patreon, ce que vous pouvez faire aussi si le podcast vous plaît. Et puis tout simplement, pour soutenir le projet, comme d'habitude, c'est ce que je recommande maintenant à la fin de chaque épisode, parlez-en autour de vous, mettez une note ou un commentaire sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcast, c'est ce qui permet d'être bien référencé. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé sur les commentaires sur YouTube ou ailleurs, ou même par email. J'essaie de répondre le plus possible. Merci beaucoup, à bientôt. Changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer ?